Bonsoir à tous hein, et bienvenue à ce talk sur comment facturer ses prestations en tant que designer freelance. Tout le monde m'entend, non? Vous êtes là? Oui, 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 on vous entend. D'accord, je voulais me rassurer hein, parce que parfois on parle tout seul et puis on n'est pas souvent très rassuré quand il n'y a pas de retour. Ok, donc, pardon. Bon, moi je suis Henri Lotin, je suis directeur de création de Lotin Corp, fondateur aussi, avec cofondateur, parce que je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Cofondateur de Lotin Corp et je suis stratège de marque depuis pas mal de temps déjà. Et ma vraie passion, hein, c'est le web. Donc, je suis designer UX, UI. Et donc, c'est dans le métier, en fait, que j'apprends plein de choses, que je déploie plein de nouvelles compétences. Et je pense que c'est une opportunité pour nous tous hein, de pouvoir se rassembler ici à travers l'Afrique et le monde pour pouvoir apprendre les uns des autres. Alors, ce talk, en fait, est divisé en trois parties, hein. La première partie, c'est la vraie valeur du bon design. Donc, je reviens sur la page précédente pour vous dire, OK, bon, voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a cette adresse ou bien tapez simplement Henri Lotin sur Google. Ça va vous envoyer pas mal de choses. Donc, vous allez choisir ce qui est important pour vous. Voilà. OK. Donc, trois parties, la vraie valeur du bon design. Deuxième partie, Fake You Pay Me. Excusez-moi, hein, c'est interdit au moins de 18 ans ici. Donc, si vous n'êtes pas majeur et que vous n'avez pas les oreilles déviergées, ce sera un peu compliqué pour qu'on parle. Et la troisième partie, c'est comment facturer efficacement ces services. Donc, si on connaît les mécanismes, c'est plus facile de savoir quoi demander aux clients, de quelle manière et comment l'obtenir. OK. Quand on parle de la vraie valeur du bon design, bon, excusez-moi, hein, ça va être un long monologue d'environ 20-25 minutes maxi, hein, où je vais beaucoup bavarder, et donc j'espère qu'on ne va pas dépasser ça. Donc, je vais beaucoup bavarder. Je vais expliquer les choses, essayer de mettre en place le contexte dans lequel nous sommes en train de travailler ce soir. Et juste après ça, on a une petite séance pratique où je vais expliquer le principe et comment est-ce qu'il faut l'appliquer. Et derrière, on aura environ 30 minutes de questions-réponses où je me donnerai vraiment la joie hein, de répondre à vos questions, à vos préoccupations, et d'être un peu plus clair dans le propos que je suis en train de tenir là maintenant. Est-ce que ça vous va? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ça Super. va, c'est cool. Super. OK. Donc, ça, c'est un article que je recommande de lire de Raphaël Thomal. C'est sur son site. Donc, ne vous en faites pas, il y a une diapo qui contient tous les liens hein, des choses dont je vais parler ici. Donc, ça nous permet de gagner vraiment en temps et ça vous permet de rester concentré. Donc, dans cet article, Raphaël Thomal dit la même chose que moi j'ai découvert il y a quelques années et que j'enseigne dorénavant dans toutes les classes où je donne cours, que ce soit le design, que ce soit le marketing, j'enseigne ceci. La vraie valeur d'un bon design. Un bon design, c'est quoi? C'est un design qui rapporte de l'argent à la personne qui en bénéficie. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être brut, c'est peut-être ceci, mais à la fin, tout n'est qu'une question de rond. OK? C'est une question de flouze, de pèse, appelez ça comme vous voulez. Donc, en réalité, un designer, sa vraie valeur est mesurée par rapport à ce qu'il apporte euh, à l'entreprise, notamment au niveau de son chiffre d'affaires. OK? Euh, et c'est comme ça que ça fonctionne parce que si une entreprise vient vous voir, elle vous donne peut-être 100 000, je dis n'importe quoi, il faut que votre travail leur rapporte minimum 5 000, ce qu'on appelle le retour de l'investissement. Donc, ils ont mis de l'argent sur vous, vous avez fait le travail, il faut que votre travail leur rapporte d'abord ces 100 000 et derrière, maintenant, c'est le retour sur investissement, tout ce que votre travail va produire en plus de ce qu'il aura remboursé à votre client. Si vous comprenez les choses sur cette perspective, ce sera plus facile de comprendre la notion de tarification équitable. Donc, on va aller pas à pas. Ce rapport de McKinsey & Company, de business, à voir les tendances, notamment quand PwC rachète Nealit, qui est l'une des toutes en France. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passait parce qu'il y a aussi une autre agence anglaise que je suis depuis un très long moment, que je suivais parce qu'ils ont aussi été rachetés par un grand groupe.
Eux, c'est Mark Bolton Company. Et John Maeda, dans son rapport Design Reports Industry, je crois bien, a fait ce constat que la plupart des grands groupes sont en train d'acquérir des agences de design pour les mettre en interne. Et le former chief of design de IKEA, il y a 2 ans, a dit quelque chose qui a un peu choqué les gens, mais bon, c'est vrai que c'était un peu gonflé. Il a dit que le design devait remplacer le marketing, mais bon, le marketing reste le marketing, le design reste le design, tout comme le branding a sa part de responsabilité dans tout ce qui est running business, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est important de savoir parce que si vous savez ce que votre travail apporte comme valeur à l'activité de votre client, c'est plus facile de lui demander de vous payer ce que vous souhaitez. Voilà, il y a aussi cette série, la méthode hyper créative par Alice Sabet, que je vous recommande de lire. C'est une série que j'ai commencé à traduire, je crois, en 2014-2015 par là. Donc, c'est environ 16 à 18 articles. Je crois, c'est chez Photoshop Café, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez vous procurer, vous pouvez vous la procurer. Donc, ça va dépendre de vous, ça. Mais les articles, ils sont gratuits, disponibles, quoi, donc sur notre plateforme de formation. Voilà. Le but du freelance, c'est quoi? Quand vous vous lancez dans le freelance, le but, c'est quoi? C'est de ne plus avoir quelqu'un qui vous crie dessus le matin. Ah ouais, pourquoi tu arrives à 8h10? Ah ben, il a oublié que vous êtes parti hier à 21h alors que le travail est supposé s'arrêter à 17h. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On cherche le bonheur, on cherche la liberté, on cherche l'épanouissement. Hein? Donc, le but du freelance, en mon sens, hein, c'est de finir heureux. Donc, chacun a ses objectifs. Donc, le but du freelance, pour moi, en fait, c'est de finir heureux, d'accord? Et il y a cette citation de Blair Ernst, hein, de Win Without Pitching Manifesto, d'une formation de Chris Do. Je crois que la formation, c'est Stylescapes, donc formation de Future. Donc, Stars do not audition. Must give up our addiction to the presentation and big reveal. Donc, cette révélation, à la fin, dire au client, voilà, je suis le meilleur et tout, je suis superstar. Donc, en réalité, ici, OK, imaginez Neymar. Le Paris Saint-Germain veut le recruter et on lui dit, viens faire les tests. Est-ce que vous imaginez le truc? Ça ne se peut même pas, ça ne s'imagine pas. Ça ne s'imagine pas. Donc, les stars ne font pas d'audition. Ça n'a aucun sens, voilà. Donc, pourquoi nous, quand on est designer, on est bon, on a la réputation, on nous demande de faire des appels d'offres. Vous voyez là, du coup, on trouve ça normal de faire compétir des designers alors qu'on sait la force de chacun. Ils ont des portfolios, ils ont des réalisations. C'est plus facile de regarder, OK, celui-ci sera un bon ajustement pour nous, une bonne adéquation pour notre façon de faire et puis on peut travailler avec lui. Mais non, on doit venir. C'est ce qui fait que moi, depuis 8 ans, je fais des appels d'offres. Vous me dites ce que vous voulez, je vous fais une facture, vous vous avancez 50% et on commence. Vous voyez un peu l'affaire? Donc, c'est un état d'esprit. Donc, si vous restez dans l'état d'esprit du gars qui va venir supplier les marchés, grappiller les marchés, ça ne va pas fonctionner. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce qui va se passer avec ce genre d'état d'esprit-là de gars qui va venir supplier pour les marchés, demander ceci, dire « Oh, pardon, vraiment, je vous en supplie, ce sera un honneur pour moi de travailler pour vous. » Putain, on ne travaille pas pour les clients. Vous comprenez un peu, on travaille avec les clients, c'est une collaboration. Et si vous le faites, regardez bien à l'écran ce qui se passe. Sur l'axe des ordonnées, on a la joie et le profit. Et sur l'axe des abscisses, c'est le temps. Donc, dans le temps, vous vous retrouverez en position fœtale. Votre joie de vivre va baisser, vos profits vont baisser. C'est pour cela que quand j'avais fait la publication, je crois que c'était la promo du bouquin, oui, quelqu'un a dit que oui, mais quand on est longtemps dans la profession, on a l'avantage de pouvoir travailler plus vite et donc de facturer moins cher. J'ai trouvé cette réflexion un peu limite, quoi. Parce que je me dis, on ne dure pas de métier pour finir pauvre ou bien pour être moins cher à la fin. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si vous suivez cette courbe, vous allez voir que la plupart de nos environnements de freelance suivent cette courbe. Au départ, ils facturaient peut-être 10 000 un service. Ils se disent, ah, vraiment, les jeunes arrivent et tout. Il y a beaucoup de compétition, en plus avec Corona et tout. Et ils se retrouvent 10 ans plus tard à facturer le service qu'ils facturaient 10 000. Le facturer 2 000. Ça n'a aucun sens. OK, moi, c'est plutôt le contraire. Je vais vous montrer, en fait, comment je pense vivre ma passion. C'est vrai que moi, je suis plus freelance. Je suis passé par là. Je suis agence maintenant. J'ai des employés.
bon, pas des employés, je déteste ce mot, collaborateurs, des gens avec qui on travaille à Lotin Corp pour faire bouger les choses. OK? Mais voilà comment moi je vois les choses. OK? Plus le temps passe, plus on apprend de nouvelles choses, plus c'est fun, plus on se fait plus d'argent, que ce soit avec le même client, que ce soit avec des clients différents. Je me rappelle la réunion avec l'équipe cette année, avant le corona, quand j'ai annoncé que, OK, notre objectif de chiffre d'affaires cette année, ce serait 100 millions. Nous, on regardait avec les gros yeux. Mais vous savez, le design apporte beaucoup de valeur au business. Donc, il est normal qu'une partie de cette valeur qu'on produit nous soit retournée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Ouais, tu as parfaitement raison. Oui. Voilà. Donc, c'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Je contribue à vous enrichir. En échange, je dois avoir un peu de ce blé dans ma poche. OK, now, fuck you, pay me. Ça, c'est une présentation de Mike Monteiro. Je crois qu'il date de 2011. Hein, c'est vieux, bientôt 10 ans. Mais quand je l'ai écouté la première fois, elle m'a conforté dans ma manière d'appréhender la tarification, d'appréhender le business. Donc, pour ceux qui suivent un peu mon actualité, dans le livre que j'ai publié récemment, j'ai raconté une aventure de près de 4 ans pour recouvrer les sous de l'agence. Vous voyez un peu, c'est parce que bon, j'avais un peu merdé au niveau de la gestion du client. J'ai fait confiance, j'ai dit voilà, c'est un pote, il ne peut pas me faire ça. Et on s'est retrouvé 4 ans plus tard à être payé au tribunal. Mais le fait d'être payé au tribunal montre simplement que si on fait bien les choses, on va toujours se faire payer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon avocat. OK, depuis qu'on a l'avocat, on n'a plus de problème. D'accord? Avoir un bon avocat. Donc, ce qui fait que moi, ici, j'essaie de vous donner des conseils pour ne pas en arriver là. Parce que pour recouvrer, je crois, dans les 950 000 francs CFA, on a dû dépenser dans les 650 000 francs CFA. Donc, vous voyez que c'est plus de 60% du montant qu'on vous doit. Et forcément, vous n'aurez pas toujours ces moyens à disposition. Et nous aussi, ça dépend maintenant parce qu'on travaille avec des montants plus gros. Donc, imaginez 6% de 30 millions, ça fait combien il faut mobiliser ces sous pour lancer la procédure. C'est beaucoup. Donc, du coup, il faut éviter d'arriver à ce genre de situation. Donc, c'est pour ça que je vous recommande fortement cette présentation de Mike Monteiro qui permet vraiment de mettre en place les choses et éviter de se faire arnaquer par les clients. Et ce livre aussi est un must-read, The Design is a Job. OK, lui, je l'ai découvert un peu plus tôt, un peu avant, je crois, la formation, je ne sais plus trop. Oui, mais dans le chapitre, je crois, 7, il parle d'argent. Il dit le jour où vous serez à l'aise de parler d'argent avec vos clients. En 2010, oui, c'est vieux. En 2010, il y a un client qui m'appelle, me dit non, franchement, petit frère, toi, tu es accro à l'argent. C'est-à-dire, je lui ai dit, mais vraiment, merci, merci, merci. C'est le meilleur compliment que j'ai jamais reçu. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? On n'est pas dehors pour les cacahuètes. Bah, moi, je suis là, j'ai 3 gosses, quoi. OK, je ne peux pas continuer à travailler à l'œil et tout, faire plaisir aux gens en leur rendant service. OK, il faut bien que mon entreprise tourne. Actuellement, là, je suis au bureau encore à pareille heure. Ces livres-là, il faut bien les acheter. L'électricité, il faut bien la payer. Les collaborateurs doivent avoir leurs honoraires et leurs bonus. Et cet argent, on le prend où si les clients ne payent pas? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? OK, le cœur du sujet. Donc, je crois que j'ai un peu bien dressé le plan, que vous compreniez un peu dans quel état d'esprit vous devez vous mettre pour avancer et casser la baraque. Bon, parfois, je parle, on a l'impression que je traite les clients comme des ennemis. Je dis non. Je dis simplement que beaucoup de nos aînés ont tellement habitué les clients à nous écraser que quand on arrive avec un peu de dignité, avec un peu de professionnalisme, on est pris pour quelqu'un qui se prend trop la tête. OK, moi, à un moment, on m'a traité d'escroc, de psychopathe, je sais pas, j'en passe tellement. Mais je suis content parce que j'ai réussi quand même à influencer les comportements. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans le métier, ils sont respectés. OK, sauf s'ils veulent se comporter comme des putes. OK, ça dépend d'eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a quand même essayé d'amener les choses à un certain niveau. OK. Comment facturer efficacement? Là, je vais faire un peu de promo. Donc, dans mon bouquin, le guide de pratique du freelance, il y a ce chapitre 4 qui permet de rédiger des propositions qui rapportent du cash.
il y a une façon de faire. Donc, voilà donc la fameuse histoire dont j'ai parlé. Et dans ce bouquin, justement, il y a des outils. Et par exemple, pour recouvrer ces sous, le seul outil qu'il faut, c'est un très bon avocat, hein, et des ressources qui vont un peu dans le sens de ce qu'on est en train de partager ici. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le fait d'avoir quelqu'un qui raconte son expérience, c'est un raccourci pour vous. Ça ne dit pas que vous n'allez pas vous faire avoir, mais ça vous dira simplement comment amortir la chute et la difficulté et puis avoir des pistes euh, pour en sortir très rapidement. OK, donc rédiger des propositions prend du temps. OK, c'est pour ça que moi, généralement, même les propositions, franchement, je rédige plus ça, quoi. OK, si quelqu'un en veut une, je lui dis c'est 100 000 francs CFA, je m'assois, je regarde ton projet et je te dis combien ça va te coûter. OK, je peux me permettre, j'ai gagné ce droit. OK, mais c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous en fait? On a ce qu'on appelle la disqualification des prospects. Ça, c'est Extincelle qui m'avait donné cette expression. Parce que la plupart du temps, on veut qualifier les prospects, mais parfois, il faut en disqualifier parce que pour avoir de la farine super fine, tout, il faut la tamiser. OK? Donc, nous, on a mis en place à Lotin Corp pas mal de questionnaires. Okay? Donc, quand un client on nous demande un service, OK, on lui dit, OK, si c'est un logo, voilà le questionnaire pour le logo. Si c'est pour un site web, voilà le questionnaire pour le site web. Si c'est pour un aménagement d'intérieur, si c'est pour une application web ou mobile, il y a un questionnaire pour tout. OK? Donc, du coup, en fonction des réponses qu'il nous donne, on peut savoir si oui ou non, on peut travailler avec lui. Notamment concernant le budget. Donc, il ne répond pas sur la disponibilité de son budget. On l'appelle, on lui dit il nous faut au moins une estimation. Donc, parfois, ils disent que non, j'ai aucune idée. Et je lui dis non, attends, tu ne peux pas dire que tu n'as aucune idée. Peu importe la personne auquel, peu importe la tâche et tout, on va toujours se dire, OK, j'ai telle somme. Si je veux aller acheter une voiture, je sais que si j'ai 1 million 2, je peux avoir une Toyota. Et si je veux une Mercedes en occasion, il va falloir que j'ai ceci. Mais si je veux le truc en concession, voilà à peu près ce que ça va me coûter. Donc, tout le monde a toujours un prix. Je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile que les gens donnent les prix. Okay? Mais tout le monde a toujours un prix, tout le monde a toujours une estimation. Parce qu'en fait, c'est difficile de se mettre à la place de l'autre pour dire, OK, bon, voilà, pourquoi ne pas me dire combien il a et tout, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Mais ça, c'est votre point de vue. On y arrive. Donc, nous, dans le questionnaire, quand quelqu'un met un certain montant, en fonction de ce qu'il veut, on est très poli, on lui dit, OK, apparemment, vous avez oublié un zéro derrière. OK, ça fixe vite fait les bases. Il va dire, OK, bon, Lotin Corp, ce n'est pas pour moi. Je peux peut-être me rabattre chez quelqu'un d'autre. OK. Et nous, on a quand même un réseau d'étudiants à qui on dit, OK, bon, voilà, si c'est ça ton budget, on peut te conseiller quelqu'un qui a été formé par nous et qui peut te rendre à peu près le même service. Mais sauf que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas la même expertise. OK. Donc, forcément, ça a un prix. Et je dis souvent aux gens, si vous voulez une Mercedes, vous savez que vous devez aller dans une concession Mercedes. Si vous voulez une Toyota, vous allez dans une concession Toyota. Et c'est un peu comme le vêtement. Hein. Il y a la fripe, hein. Il y a le prêt-à-porter, il y a le sur-mesure et il y a le bespoke. Okay? Nous sommes encore au niveau du sur-mesure et on tend à aller vers le bespoke. Parce que là, c'est un peu plus intéressant, ça rapporte plus de mailles. Okay? Mais pour ça, il faut avoir une certaine expérience, un certain vécu et les épaules, quoi. Parce qu'il y a des projets qu'on ne peut pas vous confier. On ne peut pas vous confier un budget de 200 millions alors qu'on n'avait jamais géré un budget de 25 millions. Vous comprenez un peu l'affaire. Bon, c'est graduel, ça prend du temps. Mais il faut peut-être dire voilà où je suis en train d'aller, voilà où je veux arriver. OK. Le concept de tarification équitable. À l'époque, j'avais un peu de mal à accepter ça, de dire que, OK, ce mug, par exemple, ce mug de Mboko, il coûte 15 000. OK. Mais parce que l'autre, il a plus d'argent, je vais lui vendre ça à 30 000. Ah non, ça ne passe pas dans ma tête. Mais revenons sur ce même mug. OK. La tarification équitable veut que si c'est le même produit qui procure la même valeur aux personnes qui l'achètent, il est normal qu'il ait le même prix
Apple, par exemple, fait ses machines au même prix. Il se fout de savoir combien tu gagnes par an. OK? Et tu veux sa bécane, voilà ce que tu saignes. Tu as comme celui-ci, tu as 3000 et poussières d'euros, tu l'achètes. Et si tu ne peux pas, ben, ce n'est pas pour toi. Tu vois un peu l'affaire. Donc, il ne va pas savoir si tu en as, si tu n'en as pas. Ça, c'est normal. Mais maintenant, au niveau des services, bon, revenons déjà dans ce mug. Si j'achète un mug boutique, OK, j'aurais peut-être l'équivalent à 5000. Mais celui-ci, il est personnalisé, customisé avec mes initiales et tout ça. Donc, il y a une plus-value que je vais payer. Vous comprenez la différence maintenant entre les deux concepts. Donc, tarification équitable, c'est quoi? C'est que si je fais un logo, disons, à 100 000, tarif normal, je dis ça tarif normal, mais je préfère dire tarif petites entreprises. Il est normal que si une grosse entreprise vient me voir pour faire la refonte de son logo, je suis en train de lui demander 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions. J'explique. Parce que le logo que je ferais pour une startup ne va pas produire autant de valeur pour cette startup, je dis bien en termes de proportion, que la refonte ou le logo que je ferais pour une entreprise qui a plus de moyens pour déployer son identité visuelle. Parce que forcément, ils auront plus de territoire à couvrir, plus d'exposition médiatique, plus de ceci, donc plus d'utilisation de mon travail. Donc, du coup, eux, je leur demande plus. Est-ce que vous comprenez un peu le concept de tarification équitable? Voilà. Vous demandez plus d'argent parce que votre travail va produire plus de valeur pour lui que pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est au niveau de la valeur de votre travail. Au niveau de ce que votre travail va apporter à son business. C'est là que tout se joue. Ça va? Oui, ça va. Là, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. OK. Donc, dans les ressources du livre, il y a ce document, vous cachez tarification équitable, qui explique un peu d'où vient la méfiance du fait que les clients n'aiment pas communiquer les budgets aux agences. OK. Et aussi, la raison pour laquelle beaucoup d'agences se méfient des clients, ou bien beaucoup de designers ou de freelance se méfient des clients. Donc, en réalité, c'est à vous de bâtir votre réputation et d'arriver à un point où vous pouvez facilement mener le client à vous donner son budget. Parce que je dis ça parce que c'est un point important parmi les 3 éléments de tarification à retenir de Michael Janda. OK? Voilà. L'approche de Michael Janda est simple. Oui, j'ai parlé de lui récemment dans un de mes blogs. Il a lancé une formation sur le freelance. Elle est payante, mais je crois que le premier module de 6 leçons est gratuit. Voilà. Donc, 3 variables de prix que vous devez connaître. Donc, coût de production, valeur marchande, c'est-à-dire la valeur du même service sur le marché par d'autres personnes, et le budget du client. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le coût de production. Donc, comment est-ce qu'on calcule le coût de production? C'est ici. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est d'arriver à vous faire des offres qui tiennent la route et qui ne soient pas trop en déphasage avec votre marché. D'accord? Et le petit cahier de ce matin que j'ai partagé tout à l'heure vous permet de calculer votre taux horaire. Parce que lui, une fois que c'est fait, vous établissez le nombre d'heures approximatives qu'il faut pour réaliser, plus les coûts fixes. Donc, ça peut être un prestataire, par exemple un hébergement, nom de domaine, des choses comme ça, certificat de sécurité, les plugins nécessaires pour réaliser le site. Ça peut être pas mal de choses, hein, un outsourcing ou un autre freelance. C'est ça que vous appelez coût fixe parce que peu importe le temps que lui va passer dessus, le prix qu'il va vous donner ne va pas changer pendant le projet. Et c'est donc ça qui donne le coût de production. Donc, le petit cahier d'aujourd'hui vous permet de calculer le taux horaire. Donc, à combien est-ce que vous facturez une heure de travail? Mais je tiens à vous dire que calculer ceci vous permet de savoir en dessous de combien ne pas facturer. Et pour le reste, c'est vous qui définissez votre valeur. Où est-ce que vous vous positionnez sur l'échiquier? Comment est-ce qu'on calcule le taux de combustion horaire? Donc, c'est des exercices très simples. Donc, si vous avez le cahier d'exercices, vous pouvez suivre très facilement. Donc, c'est des choses très, très, très simples à mettre en place.
Donc, c'est de ça que je parlais parce que j'ai partagé ça ce matin pour que ce soit un peu facile pour tout le monde d'y avoir accès et puis de participer à l'exercice. Donc, je vais expliquer très rapidement. Donc, les dépenses mensuelles prévisionnelles, c'est quoi? C'est ce que je dépense chaque mois pour mon activité. OK? Donc, il y a, disons, les abonnements logiciels, l'électricité, l'eau, il faut bien que je bouffe au bureau. Dans mon cas, j'ai des salaires, des charges fiscales. J'ai 2 cabinets spécialisés que je dois payer par mois, donc le cabinet fiscal, le cabinet juridique. La comptabilité, je crois, on paye par trimestre. Mais tout ça, c'est des choses que je dois quantifier. Donc, normalement, il y a aussi les abonnements Netflix. Hein. Donc, voilà un peu donc, la catégorie de budget dépenses annuelles prévisionnelles. Donc, les abonnements Netflix et les abonnements, par exemple, aux outils. Bon, c'est-à-dire, en fait, c'est vos dépenses professionnelles et personnelles que vous mettez dans ce tableau. Parce que il faut bien que votre entreprise continue à fonctionner. Il faut bien que vous amortissiez votre matériel. Donc, comme là, par exemple, on a acheté un MacBook Pro, je crois, à 3 200 €. C'est le matériel informatique, mais bon, dans les conditions tropicales, on met sur 3 ans. Donc, on a quoi, disons, je calcule rapidement hein, pour vous donner un peu le taux d'amortissement. Donc, 3 200, 3 ans divisé par 36. Voilà, ça nous fait 88 € fois 656. Donc, il faut mettre 60 000 par mois d'amortissement dans les charges pour pouvoir amortir cette machine et pouvoir en racheter une autre le jour où on a un problème. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les choses qui rentrent dans mes charges mensuelles parce qu'il faut bien que la machine, demain, je puisse la remplacer parce qu'elle est en train de travailler, elle est en train de s'user et bientôt sera inutilisable. Ça peut être aussi un appareil photo, hein, les objectifs, le boîtier, les choses comme ça. Et puis, à un moment, j'ai un boîtier trop petit, il me faut peut-être un nouveau 55 mm et tout. Donc, bref, parce qu'il y a l'acquisition du matériel, l'entretien du matériel, pour ne pas dire la maintenance et les amortissements. Donc, tout ça doit entrer dans vos charges. Parce que c'est tout ce dont vous avez besoin pour produire le travail. OK, donc il y a l'eau, l'électricité, l'Internet, toutes les charges mensuelles que vous payez sur Internet, je dis n'importe quoi. Il y a tout ce qu'il faut manger. Hein, si vous êtes marié, vous avez des enfants, tout ça aussi, il faut calculer ça, parce que ça rentre dans votre revenu. C'est votre revenu qui sponsorise ces activités. Donc, il faut aussi mettre ces charges là-dedans. OK, parce qu'on travaille pour pouvoir vivre. OK, et garder son activité florissante. D'accord. Donc, que ce soit les dépenses personnelles, les dépenses d'entreprise, tout doit entrer dans ce tableau. Donc, vous pourrez rajouter des lignes pour les besoins de votre exercice. Je vous conseille même de faire un tableau Excel. Peut-être même j'en ferai un sur Google Docs que je vais essayer de partager. Si j'ai le temps, parce que je suis super saturé. Donc, une fois que vous avez les dépenses annuelles prévisionnelles, les dépenses mensuelles, pardon, prévisionnelles, vous calculez les dépenses annuelles prévisionnelles. Donc, tout ce que vous avez trouvé par mois, donc moi, j'avais fait l'estimation, hein, mois par mois, les dépenses sont entre 500 et 750 000 par mois. Donc, coût agence, coût vie privée et tout. Et puis, bon, là, on a dû serrer un peu. Donc, quand on multiplie ça par 12, on est dans les 8 millions, 9 millions par là qu'il faut produire. En fait, ce qu'on dépense par an, mais donc, il faut produire pour dépenser. Parce que si vous n'avez pas cet argent, vous ne pouvez pas le dépenser. D'accord? Ça peut être moins chez certains. Donc, que les chiffres ne vous choquent pas. Hein, je vais vous montrer des chiffres un peu choquants tout à l'heure. OK. Donc, la troisième étape, quand vous regardez votre cahier, c'est d'estimer les impôts annuels. Donc, vous devez savoir dans quel système fiscal est-ce que vous allez évoluer. Donc, ça n'a rien à voir avec la forme juridique de votre entreprise, hein, mais du régime d'imposition que vous avez choisi. Nous, par exemple, on avait démarré pendant 3-4 ans, ou 2-3 ans, je ne sais pas trop, à l'impôt libératoire. Je ne connais pas les régimes fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, mais je sais que la plupart du temps, c'est OHADA. Donc, souvent, on a ce régime d'impôt libératoire qui est très simple, déclaratif aussi. Je crois que par an, on est dans les 75 000, donc ce qui nous ramène à moins de 20 000 par trimestre, donc moins de 10 000 par mois.
OK, mais comment on calcule à l'année? On met ça, on met le précompte sur loyer si on est locataire, la taxe foncière si on est propriétaire. Donc, il y a pas mal de choses. Et puis, le revenu sur l'impôt des personnes physiques. Hein, si vous avez déclaré votre entreprise comme personne physique. Donc, bien connaître la législation fiscale, ça aide aussi à prévoir parce que vous n'allez pas prendre les impôts sur vous. Il faut bien que l'activité que vous faites, c'est elle qui vous génère des dépenses, c'est elle qui vous génère des revenus. C'est normal que c'est cette activité-là qui supporte aussi les impôts. OK, donc Michael Yanda, lui, il a proposé un taux de 30%. Et ça, c'est le coût hein, pour les entreprises qui sont sous l'impôt sur les sociétés. Donc, nous sommes au régime simplifié, par exemple, et chaque mois, on paye à l'avance 1,5% de précompte sur le chiffre d'affaires puisqu'on est dans la catégorie des services. Donc, ça, c'est des choses qu'on calcule sur ce qu'on rentre chaque année. Donc, on peut le faire de façon prévisionnelle. Et on se dit que, OK, si on a rentré, disons, 1 million, il y a 55 000 qui vont dans la poche à l'avance. 55 000 qui vont dans la poche de l'État. Donc, on multiplie ça par le nombre de mois, par le nombre de revenus et tout. On a une estimation. Et c'est là, donc, qu'on a Ah, purée. Je me suis encore planté sur le total ici. Donc, normalement, ça, c'est le montant total des impôts, voilà, qu'on estime. Donc, ça, c'est un pourcentage qu'on va mettre ici. Donc, c'est 10%, 15% du revenu. Et là, on a les impôts estimés. Mais là, non, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé. Une fois que c'est fait, on doit mettre les dépenses annuelles totales, c'est-à-dire avec les impôts. Combien on aura payé d'impôts, combien on aura à payer d'impôts. Et c'est toujours bien de garder une traçabilité de vos années de fonctionnement précédentes. Hein. Nous, ça fait 12 ans qu'on est là, donc on a quand même de quoi extrapoler hein, en termes de data. OK, donc une fois que c'est fait, vous avez les impôts que vous avez estimés, vos dépenses mensuelles multipliées par 12 qui font vos dépenses annuelles. Et vous avez donc les dépenses annuelles totales avec les impôts. Et vous voyez que dans vos tarifications, il y a beaucoup de choses dont vous ne teniez pas compte. Et c'est le moment de commencer à en tenir compte parce que je sais que certains utilisent l'électricité de l'entreprise, chez le patron, et puis c'est ce job de freelance à côté, ils utilisent l'Internet du patron, de temps en temps la carte bancaire de l'entreprise pour dire, OK, j'en profite aussi pour payer cet abonnement. Et là, vous ne sentez pas le coût de votre activité. Une fois que vous n'avez plus ça, vous commencez à vraiment ressentir ça. Parce que moi, je me rappelle à une époque, on me disait que oh, vraiment, je suis un psychopathe. Comment je peux donner des prix comme ça? Je dis non, vous ne savez pas comment je vis. Vous ne savez pas ce qu'il me faut mettre en place pour gérer cette activité, pour produire le service que je produis à ce niveau. C'est une équipe qui bosse. C'est des ressources qui sont mises en place, qui sont mises en jeu pour vous apporter un service de qualité. Donc, pour ça, il faut payer. Parce que quelqu'un va demander, mais pourquoi est-ce qu'on paye 250 millions à quelqu'un qui pousse juste un ballon? Sauf que le mec n'est pas là juste pour pousser le ballon. Le mec est là pour vendre des maillots, vendre des places pour les matchs, ramener des annonceurs pour les contrats publicitaires. Voilà le job du mec. Voilà pourquoi il paye 250 millions. Vous comprenez un peu l'affaire? Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, il peut arriver que vous ne puissiez pas facturer toutes vos heures. Votre client de payer. Comme par exemple faire le ménage au bureau ou dans la chambre ou dans le petit studio, relancer les mauvais payeurs, vous ne pouvez pas facturer ça à votre client, faire les tâches administratives, établir une facture, aller payer vos propres factures. Ça, c'est un temps que vous ne pouvez pas facturer à votre client. Donc, il y a un pourcentage de temps que vous consacrez à des activités non facturables. OK, c'est pour ça qu'on parle ici de pourcentage facturable. Maintenant, vous pouvez voir que le nombre d'heures de production annuelle est à 2080. Comment est-ce qu'on obtient ce chiffre? Nous avons 52 semaines dans l'année. C'est bien ça. Voilà, 52 semaines, ce qui fait 2 jours de week-end. Donc, on a 104 heures. OK, 104 jours, pardon. Donc, on fait 365 jours moins les 104 jours de week-end là. Et on multiplie tout ça par 8 heures. Ou plus simplement, on met 52 heures, 52 semaines, pardon, avec 40 heures de travail hebdomadaire.
on obtient 2080. Donc, voilà comment on obtient le nombre d'heures au travail qui sont différents du nombre d'heures à travailler. Il faut bien faire la différence. Donc, si vos tâches, par exemple, vous prennent 5% de temps dans les tâches administratives et que vous avez 95% de temps que vous pouvez facturer, vous avez un tableau comme ça qui fait un incrément de 5% en fonction de 16 heures. Vous pouvez donc estimer en fonction de ce que vous faites. Et je vais vous montrer en bonus de King's Audit comment est-ce que vous priorisez les tâches, comment est-ce que vous pouvez les déléguer ou les sous-traiter ou les outsourcer. Donc, ce qui fait que vous avez plus de temps que vous pouvez facturer. Mais l'avantage aussi à avoir moins de temps à facturer, c'est que votre taux horaire est assez élevé. Okay? Ce qui fait que si quelqu'un qui a 10 heures pour travailler, son taux horaire sera faible, contrairement à quelqu'un qui a 2 heures pour travailler. Donc, vous voyez que là, c'est carrément multiplié par 5. Donc, c'est une logique. Hein? C'est une logique. Donc, mais il faut faire ça bien proprement pour que vous puissiez s'expliquer à votre client que voilà ce que moi je suis en train de facturer. Moi, normalement, je ne base pas là-dessus pour facturer. Ça, c'est vraiment pour déterminer le montant en deçà duquel je ne dois pas facturer. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si je produis moins que je ne dépense, je vais finir l'année endetté. Il faut que je produise au moins autant que je dépense pour avoir une année équilibrée et garder mon activité ouverte. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce taux horaire-là pour savoir en dessous de combien je ne dois pas facturer. Parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte pour savoir comment il faut facturer. OK. Donc, pour déterminer le taux de combustion horaire, c'est simple. On a donc ces dépenses annuelles, totales avec les impôts, divisé par le nombre d'heures ajustées qu'on aura calculé dans ce tableau-ci. OK. C'est ça qui nous donne ce qu'on doit facturer par heure. Le calcul est simple, efficace, non? Maintenant, à quoi ce taux de combustion horaire va nous servir? Donc, à quoi est-ce que cette information va nous servir? Vous vous rappelez que plus tôt, j'ai dit que pour calculer le coût de production, il fallait le taux de combustion horaire multiplié par le nombre d'heures pour produire le service, plus les charges fixes. Donc, une fois qu'on peut déterminer notre coût de production, on peut mettre une échelle comme celle-ci. Donc, ceci est extrait d'un document aussi que je rends disponible parmi les outils du livre pour pouvoir calculer son taux horaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ont téléchargé le petit cahier, dans 3 jours, vous allez recevoir ce document-ci qui détaille un peu l'approche globale. Bon, ça ne remplace pas l'achat du livre de Michael Dianda, The Psychology of Graphic Design Pricing. Attendez, je vous montre la couverture. Donc, la méthode que je viens de vous montrer, en réalité, je ne l'ai pas inventée, elle vient de ce bouquin-ci. Donc, ça permet vraiment d'avoir une lisibilité, un suivi, une visibilité, je ne sais pas comment on va l'appeler ça, mais c'est issu de ce bouquin. Donc, maintenant, je vous explique. Quand vous avez votre coût de production, vous pouvez savoir en dessous de combien vous ne pouvez pas passer. Donc, et il recommande de ne jamais facturer en dessous de votre coût de production. Ça ne sert à rien de s'engager dans un business à perte. C'est du suicide. Votre activité va fermer au bout de 2 jours. Ensuite, il y a le budget du client parce qu'il y a des méthodes pour amener le client à cracher son budget, si je peux dire ça comme ça. Hein? Il y a des méthodes pour y arriver. Ça aussi, vous verrez dans le bouquin. Donc, et la valeur marchande, donc la valeur sur le terrain, sur le marché, qu'est-ce que les gens facturent actuellement pour ce genre de service? Donc, moi, généralement, c'est quelque chose que j'aurais du coup, j'estime, moi, ce que j'apporte comme valeur. Donc, ce que mon entreprise apporte comme valeur, 1 milliard de francs CFA de produits, il est normal que derrière, au moins 50 millions. Puisque ce n'est pas nous qui payons ton assurance, ce n'est pas nous qui avons ton usine et tout. Donc, 5%, c'est pas mal. Vous voyez un peu la réflexion. Parce que l'expérience mérite d'être payée. Donc, ça, c'est quand vous êtes déjà à ce niveau-ci. Donc, vous vous rapprochez de votre coût de production quand vous avez faim, quand vous avez besoin de travail, ou bien que la concurrence est intense. Donc là, c'est en fonction du budget du client. Et vous facturez net en dessous
du budget du client quand vous essayez de croître, parce que généralement, c'est souvent des pièges. Je vais au-delà de la valeur marchande, parce que je me rappelle même en 2010 ou 2011, je ne sais plus trop, j'arrive dans une agence, les gars veulent que je fasse un 3 par 6, je donne le prix. C'est à vous d'imposer votre façon de travailler, votre façon de faire, et ce sera beaucoup plus simple pour vous pour la suite. Donc, comme j'avais promis, il y a des ressources. Je ne sais pas comment Naël et Ralph vont s'organiser pour faire parvenir ça, mais c'est dispo, ils ont accès à ça. Donc, du coup, moi, je vous dis merci et j'attends vos questions. Merci. Donc, là, je pense que on va attendre de prendre les questions. Donc, si quelqu'un a une question, il peut juste lever la main, je le unmute et il parle ou il peut envoyer directement sa question dans la conversation. Tu voulais ajouter quelque chose, Henri? Non, moi, ça va, j'attends la question. D'accord. Donc, soyez pas timide, hein. C'est le moment de savoir si vous avez une question particulièrement par rapport au prix. Avancez-vous. Posez toutes les questions, même les saugrenues. C'est même les plus intéressantes. Celles qui ont l'air saugrenues. Hello, bonsoir. Bonsoir, Henri. Ouais, donc, moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Je crois, OK. Ma question, c'est de savoir, par rapport au process, en fait, comment est-ce qu'on procède, en fait? Est-ce que lorsqu'un un prospect rentre en contact avec nous pour travailler avec nous, est-ce qu'on lui envoie une proposition, je veux dire, est-ce qu'on lui envoie un CDC, est-ce qu'on lui envoie un proforma, ou est-ce que directement, en fait, est-ce qu'on lui envoie un formulaire? Comment on procède, en fait, pour vraiment savoir si cette personne, elle est sérieuse ou pas, pour vraiment prendre le moins de temps possible, je dirais, pour disqualifier la personne, en fait. Je sais pas si tu as Rédiger une performance, ça te prend du temps. Il faut que tu aies les éléments du projet. C'est bien ça. Pardon, je ne t'ai pas entendu. Rédiger des charges fonctionnelles, ça te demande du temps pour connaître les éléments du projet. Oui. OK. Bon, nous, avec l'expérience, on sait qu'il y a certains projets qui ne se font pas en deçà d'un certain moment. Maintenant, avec notre valeur sur le marché, avec ce que nous, on apporte aux clients, avec notre expérience, notre expertise, il y a des tarifs en deçà desquels on ne peut pas travailler. OK. Donc, quand on fait un formulaire, OK, je crois que je vais vous envoyer les liens, vous allez voir un peu comment c'est constitué. Il y a une série de questions qu'on pose au client. Donc, c'est un peu pour avoir une sorte de brief. Ça nous permet de savoir si le client connaît son projet, si c'est ce qu'il attend de son projet, ce que son projet va lui rapporter pour son entreprise. OK. Si on a des réponses qui sont correctes, on dit, ah, OK, c'est à peu près ce qu'il fait. Mais que derrière, on a un budget. Tu vois, quelqu'un te demande, je dis n'importe quoi, il a 100 000 francs CFA. Lui, tu le prends au sérieux? Certainement pas. Ah, voilà, tu peux le disqualifier tout de suite. Donc, du coup, tu lui dis… Je prends ce prix à travers le formulaire, c'est ça? Oui, à travers le formulaire, tu demandes ça. Okay. S'il ne te dit pas, tu lui dis non, tu ne peux pas lui répondre parce que tu ne sais pas jusqu'où il est prêt à aller dans l'investissement. Okay. Donc, tu proposes une solution qui peut l'aider. OK? D'accord? Parce que nous, généralement, quand quelqu'un fait ça, on lui dit, OK, d'habitude, on fait ce genre de prestation à tel prix de ce qu'on fait. Là, on trouve que, ah, OK, il faut s'asseoir un peu avec celui-ci, discuter un peu avec lui et voir dans quelle mesure on peut l'amener à augmenter son budget. OK. Donc, si je comprends bien, en fait, avant de se mettre à faire un CDC ou un proforma, etc., en fait, genre, directement, on fait le formulaire qu'on lui envoie, il remplit. Et à partir du formulaire, en fait, on peut déjà avoir une idée de si oui, on lui dit, si on regarde en fonction de tes besoins, on peut faire une estimation à telle somme. Tu vois, parce que quelqu'un demande 100 000, il dit qu'il a 100 000 pour tout ça, et que l'une derrière, on regarde un peu ce qu'on peut faire pour lui, son activité et tout. Ça, c'est une discussion de 15 minutes en équipe, hein, c'est fini. On lui dit, OK, bon, avec 2,5 millions, je pense qu'on peut faire quelque chose pour vous. OK, le mec a 100 000, hein, mais toi, tu dis que non, je pense à 2,5 millions, on peut faire quelque chose pour vous. Tu vois. S'il ne te répond pas, sans que tu aurais perdu ton temps avec lui. Mais si vraiment travaille avec toi et qu'il reconnaît que, OK, ce qu'il demande un peu beaucoup, il peut revenir maintenant négocier pour dire que, bon, les gars, moi, j'ai 500 000. Tu vois un peu? Et nous, par exemple, à cet tarif, on dit, bon, c'est pas la peine, tu vois. On a un enfant qu'on a formé là et tout, là, sa propre entreprise. On va appeler, on va servir d'interface et tout. Vous allez travailler ensemble. Lui, à ces budgets-là, il peut t'aider. Yeah.
Tu vois un peu notre approche. Yeah, bien sûr, je vois mieux la Voilà, voix. donc du coup, tu l'amènes progressivement à se rapprocher de toi, ta valeur que tu estimes pour ton produit, pour ton service, pour ce que tu Ok, peux apporter pour son business. ouais, ouais, Donc voilà bien sûr, comment on peut c'est clair. disqualifier les clients qui ne sont pas bien. Parce que celui qui te dit 100 000, tu dis que non, c'est plutôt telle somme. S'il ne revient pas, il t'aurait perdu du temps. Donc c'est Ouais, bon débarras, tu avances, tu te concentres sur les gens qui sont prêts à payer ce que tu as proposé. mhm, yeah, bien sûr. Maintenant, ma question, après, c'est de savoir, par rapport au formulaire, en fait, je sais pas si tu as un template ou un truc du genre. Oui, il y a Euh, des modèles, il y a des modèles. Je vais envoyer des liens. C'est vrai que c'est plus facile de les avoir à partir de mon bouquin. Hein. Je fais un peu de publicité. Voilà. Mais bon, je vais les rendre disponibles déjà dans le cercle. Donc, je vais envoyer les trucs à Ralph ou à Nathanaël. Pas de souci. ok, ok, merci bien. Il y a Kevin Denon qui a sa main levée depuis. On va prendre Je n'ai pas Kevin. vu. Hein. C'est pour moi qui donne la parole. Donc, Ok. Bonsoir, bonsoir, monsieur Henri. bonsoir, Merci. Kevin. Appelle-moi Henri. Arrête le monsieur là. C'est vrai que je n'ai pas encore les cheveux blancs là. C'est noir. Ok, d'accord, d'accord. Merci, Henri, pour la présentation. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai juste deux questions. La première question, c'est par rapport aux impôts, en fait. Lorsque Oui. tu es freelance à la maison, tu n'as pas une entreprise comme moi actuellement, et en fait, tu es domicilié chez toi, tu travailles de chez toi. Comment se passe en fait la gestion côté impôt, en fait? OK. Donc, ce que tu fais déjà est dangereux. Hein, parce que si tu as un problème avec un client demain, ce sera un problème de personne et d'entreprise, tu vois, et généralement, tu es désavantagé parce que tu travailles de façon illégale. Hein, tu n'as pas la protection de l'État. Donc, Oui. En fait, c'est quoi la procédure quand on est freelance? Est-ce qu'il faut, parce que bon, je me suis déclaré comme étant une entreprise, mais je suis une personne, oui, et en oui, fait, je entreprise voudrais personnelle, même savoir. Lotin Corp, c'est une entreprise personnelle. Donc, c'est pour ça que je dis que la forme juridique n'est pas très importante. Hein. C'est le régime fiscal qui dit comment est-ce que les impôts vont travailler avec toi. Oui, continue. Oui, ok, en fait, c'est à ce niveau en fait que je voudrais. Je disais en fait, au niveau du régime fiscal, comment ça se passe en fait? En fait, quand je me déclare l'aspect juridique, en fait, où est-ce qu'on va gérer en fait l'aspect et paiement des impôts en Tu es fait? dans quel pays? Sur Bénin. Au Bénin, OK. Voilà. Donc, vous avez un centre des impôts au Bénin, mais je sais aussi que Henri, généralement, dans chacun des départements des centres fiscaux, mais je sais également qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées pour accompagner les entreprises dans leur création et dans leur relation avec les impôts. Ok. Voilà. Donc, si c'est un peu comme ici au Cameroun, où chaque fois que tu dois avancer dans un bureau, tu dois donner une bière, tu ne vas pas t'en sortir. OK? Donc, rapproche-toi d'une de ces entreprises-là. Et je sais que Bénin, c'est aussi OHADA. Donc, forcément, vous avez l'impôt libératoire. C'est beaucoup plus léger et ça te permet de ne payer qu'une fois l'an ton impôt libératoire. OK? Et maintenant, conseillère et tout ça, tu fais un petit contrat avec papa ou maman, je ne sais pas, ou tu es locataire chez eux, disons 5 000 francs, 10 000, tu enregistres ton contrat et tu payes le précompte sur loyer. Et là, tu es tranquille. Tu le fais ça une fois par an et les impôts, voilà, tu leur dois rien à part une fois par an. Tu viens, tu fais ta déclaration, tu payes ton impôt libératoire, ton précompte sur loyer, tu dégages. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. OK. La deuxième question, c'est Ah, oui, deuxième question. oui, la deuxième question, c'est par rapport au coût de production. Est-ce que ça varie d'un travail à un autre, en fait, ou c'est on se fixe en fait un coût de production? Non, c'est ton euh, coût horaire qui ne varie pas une fois que tu l'as calculé. Maintenant, le coût de production oui, a un nombre d'heures parce que tu ne peux pas réaliser un logo dans la même durée que tu prendrais pour faire une identité visuelle. OK? oui, Parfois, si tu as dans un projet complet où tu dois faire le logo, l'identité visuelle et rédiger la charte, tu vois que ça rajoute du temps. oui. Donc, forcément, ce coût de production est variable. Si c'est un logo, si c'est un système, et il faut aussi rédiger des règles pour ce système. Et Ok, maintenant, est-ce que un projet inclut des illustrations? Donc, tu as besoin d'appeler quelqu'un qui va faire des illustrations. Si tu ne fais pas d'illustrations, tu comprends un peu. oui, Si le projet, par exemple, c'est un projet web, il va falloir calculer le nom de domaine, l'hébergement. Maintenant, en fonction des besoins du client, il y a un type d'hébergement spécifique. Est-ce qu'il faut de la sécurité au niveau du serveur? Est-ce qu'il faut sécuriser le nom de domaine? sûr, oui, je vois. Tu vois un peu. Donc, tu vois, le coût de production vraiment dépend du projet. Ok, mais c'est le coût horaire qui ne varie pas. Il ne varie pas une fois que tu l'as calculé. OK? Ok, Lui te permet de savoir exactement ce que tu dois produire pour manger.
Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ça va. Voilà. Ben maintenant, quand tu as ton coût de production, comme je dis, soit tu factures exactement la même chose pour rester au même endroit. OK. Si tu factures moins, Oui, c'est suffisant. Donc, tu factures un peu plus pour grandir. bien OK. sûr. Mais maintenant, il y a le budget du client parce que les clients ont des budgets. Même comme aujourd'hui, en Afrique, on dirait que c'est la sorcellerie, c'est généralisé, les gars ne peuvent pas payer. Euh, Vraiment. donc, on doit les mener en se fixant, par exemple, aux standards internationaux. Mais pour ça, tu dois avoir du coffre. OK, tu dois avoir de la matière, tu dois avoir de l'expérience, dire, OK, on a déjà fait ce genre de projet. Voilà comment c'est en train de performer pour le client. Donc, il est raisonnable que vous nous payiez cette chose. Et autre chose aussi, c'est que parfois, il faut prendre certains projets pour avoir quelque chose à montrer. D'accord? Oui, Nous, par exemple, on n'avait jamais fait d'application web. Donc, on a pris un projet, on a divisé le coût par 3 parce que c'était aussi des jeunes, il fallait les encourager, lancer le truc. Ça a été pénible parce qu'effectivement, les coûts de production, on les avait sous-estimés. Donc, ça nous a mis vraiment dans la merde. Mais aujourd'hui, on a une application web à monter, à montrer aux gens. Donc, du coup, si quelqu'un vient, il nous dit, voilà, je veux une application web qui fait ceci. On dit, OK, si tu as 15 millions, tu nous donnes. Il dit, oh, oh, oh. On dit que non, on va voir pour tel. C'est nous qui avons fait. Ça fonctionne, oui, non? c'est C'est Blue vrai, Motion, c'est ça, non? vrai. Et on est capable de le faire. Tu vois un peu l'approche. Oui, oui. Voilà. Donc, tant que tu n'as rien à montrer, tu peux être conciliant au niveau des prix. Mais quand tu as déjà prouvé que tu es capable de le faire, alors là, tu dois t'affirmer. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. D'autres questions? Je suis preneur, hein? Alors, Bonsoir, Oui, bonsoir, Ben. Monsieur Henri, bon, excusez-moi, Henri, Ah, bonsoir. monsieur Henri, Ok, c'est mon bon. frère. Bonsoir à tous. Allô? Bonsoir. Ok, d'abord, merci pour la présentation. J'avais vraiment hâte de suivre ce soir. J'avais l'habitude de suivre régulièrement, mais la dernière séance de Micrète, je n'étais pas là. Donc, ma question, est-ce que c'est vraiment une question, c'est juste une préoccupation? J'aimerais bien que vous m'aidiez à voir clair là-dedans. Et nous qui travaillons en freelance et qui avions des process de facturation vraiment ambigus, euh, comment est-ce que nous allons passer maintenant de ce process vraiment ambigu à ces nouvelles choses qu'on est en train de découvrir maintenant? Parce que nous avons pas mal de clients avec qui on travaille avec ce process de facturation ambigu que je suis en train de dire là. Et là, maintenant, si on se lève du jour au lendemain et qu'on veut maintenant changer les coûts tarifés ou bien les tarifs normaux sur lesquels nous avons l'habitude de travailler, il y aura vraiment de problèmes là. Il y aura de Bon, problèmes. bon, en fait, il y a une façon d'amener les gens à payer plus, OK? Et puis ça te permettra de grandir aussi et de chasser les mauvais clients. Qu'est-ce que j'appelle mauvais clients? C'est les clients qui te prennent beaucoup de temps, mais qui ne t'apportent pas beaucoup d'argent pour ton entreprise ou pour ton business. OK? D'accord? Oui. Donc, c'est un risque parce que c'est aussi un positionnement. Mais maintenant, l'idée ici, ce n'est pas de changer radicalement, mais c'est de voir est-ce que tu es productif? Est-ce que tu es en train de grandir dans ton activité? Parce que savoir combien est-ce que tu dépenses par an te permet de savoir combien minimum tu dois gagner par an. C'est ça le but de la méthode. Donc, si aujourd'hui tu as ce processus ambigu qui te permet quand même de facturer au-delà de ce dont tu as besoin pour vivre et ce dont tu as besoin pour faire fonctionner ton entreprise, ben ça va. Mais sauf que avoir un processus informé, documenté qui te permet de savoir exactement où sont tes coûts, ce que tu dois couvrir, où tu veux arriver, te permet toi aussi de grandir et d'expliquer au client pourquoi est-ce que tu demandes cette somme-là. Toi aussi, tu seras pris un peu plus au sérieux. Tu comprends un peu l'affaire? Oui, oui, je aussi. Nous, par exemple, cette année, on a décidé de ne plus prendre des projets en dessous d'1 million. Parce qu'on a remarqué Oh, que ce genre de client nous casse la tête. oh. Mais on est là depuis 12 ans. Hein, il faut que je précise. On est là à faire ça depuis 12 ans. Donc, on peut décider que non, on grandit, on ne prend plus ce genre de clients. Et pourquoi? Parce que depuis 2014, on forme des gens qui sont capables de faire le travail pratiquement à notre niveau.
Et si on est là pour se disputer ce genre de marché avec eux, en quoi est-ce qu'on est en train de les aider? Ok, je vois. Je vois. Donc, à un moment, il faut grandir. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un gars comme Coca-Cola ou un gars comme Microsoft ou un gars comme Apple dans notre portfolio. Mais ce n'est pas en continuant à gérer les 10 000, les 20 000. Ok. Sauf maintenant, les clients qui sont avec nous depuis longtemps, ça montre qu'on les aide aussi à grandir parce qu'on augmente nos prix, ils nous suivent. C'est parce qu'on leur apporte aussi de la valeur pour qu'ils soient capables de nous payer en retour. Ok. Ok. D'accord. J'ai compris. Je pense que c'est bon, hein. Merci beaucoup. Pas de souci, c'est moi. Là, Jed peut poser sa question, après Israël suivra. OK. Jed, tu es toujours là. Je suis là, hein. Je ne mords pas. Israël, tu peux poser ta question parce que Jed apparemment, il ne parle D'accord. pas. Alors déjà, Henri, merci pour cette présentation-là. C'est un vrai casse-tête de savoir comment facturer quand on est freelance parce qu'on n'a pas forcément de compte développeur. Donc, c'est même très intéressant d'avoir quelqu'un qui a mis en place un process, qui a une agence, qui a défini une façon de procéder et qui accepte de le partager avec ses petits frères. Donc, déjà, merci pour ça. Maintenant, moi, ma question, je ne sais pas si c'est forcément pertinent vu le sujet, mais je pense qu'elle est un minimum parce que c'est quand même un peu la base. Mon vrai problème, c'est comment définir en fait le nombre d'heures que peut nécessiter un projet. C'est vraiment cette capacité-là à évaluer le temps que je veux passer sur un projet avant de pouvoir dire, OK, ça, ce projet-là, il va me prendre, j'ai envie de dire, 100 heures. En fonction de mon taux horaire, je veux le facturer à tel temps. Donc, c'est vraiment le problème que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment comment évaluer un projet, prendre et me dire, OK, designer cette application, ça va me prendre tel temps et pouvoir dire, OK, derrière, je vais pouvoir la facturer tel temps. Donc, si tu as une façon de procéder, si tu as des astuces pour ça, ce serait bien. Donc, voilà pourquoi je ne fais plus les propositions quand je ne suis pas sûr d'avoir un boulot parce que ça demande beaucoup de temps de planification. OK. Donc, je prends par exemple pour un site web. OK. Nous sommes déjà partis sur les prix du marché à l'international. On a regardé, vous connaissez les applications Photoshop to HTML, PSD to HTML. Vous connaissez ce genre de service? Non, Photoshop for PSD to HTML. Donc, les gars qui prennent des mock-ups, donc ça c'est devenu Sketch to HTML, Figma to HTML. Donc, des gars qui te prennent ton mock-up là et ils te le codent en HTML. Bon, il y a des services comme ça que nous on a découvert sur Internet et on a essayé de regarder un peu leur prix. Ils se disent que, OK, pour te coder une page d'accueil qui est vraiment la base de la maquette, voilà telle somme et maintenant tarif dégressif sur les pages secondaires. OK. Donc, sachant que, par exemple, un site web s'organise en modèle de page. On regarde le projet du client, on dit, OK, il lui faut combien de modèles de page, combien de modèles secondaires, donc des déclinaisons. Et c'est en fonction de ça qu'on peut savoir que, OK, son projet, c'est tel ceci. Attendez, je vais vous filmer quelque chose à l'écran. Donc, voilà, par exemple, un plan de site dont tout le monde voit, non? Oui. Voilà un plan de site qu'on a fait. Donc, toutes les pastilles rouges là, c'est les modèles de page. OK. Les modèles secondaires sont les pastilles bleues. Ici. OK. Et les modules ou les plugins ou les widgets sont en vert. Donc, quand on a un plan de site comme ça, OK, ça nous permet de savoir quels sont les modèles de page, le nombre de modèles de pages que nous devons créer, les pages secondaires qu'on doit créer. Et derrière ça, maintenant, il y a la phase de recherche, donc on appelle collecte et analyse des données. Donc là, on se dit en fonction de la taille de l'entreprise, comment est-ce qu'elle est répartie dans le pays, est-ce qu'elle a des ramifications internationales, est-ce qu'on aura besoin de payer un cabinet qui va faire ces recherches à notre place. Donc tout ça nous donne déjà des coûts qu'on peut intégrer dans ce qu'on va demander au client. Tu vois un peu? Oui. Donc, du coup, on sait qu'on a besoin d'une semaine pour analyser les datas. On a besoin de généralement une semaine aussi pour faire tout ce qui est sketches, wireframe. Parfois, ça peut prendre 2 semaines en fonction de la complexité du projet. Donc, on évalue comme ça. Mais quand on dit 2 semaines, on compte, disons, 5 jours, sachant qu'on travaille environ 4 heures par jour.
Donc, nous, on est peut-être par rapport au tableau de Janda, on est à 50%. Donc, au lieu de facturer sur 2080 heures, on facture sur 1040 heures, ce qui fait que si on a nos charges et tout, nos coûts horaires, c'est en fonction de ça. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Donc, avec l'expérience, tu peux savoir le temps que tu peux passer sur un projet et où tu peux aussi délimiter pour avoir un certain flux en une semaine que tu vas livrer. Parce que tu as plusieurs projets que tu gères en même temps, donc ce n'est pas sur ce même projet que tu vas travailler toute la semaine, sauf si ce n'est que ça que tu as à faire, mais tu peux savoir avec le temps que, OK, d'habitude, je fais un logo en tel nombre de temps, mais ça dépend aussi, est-ce que le client est réactif, est-ce qu'il m'a donné les éléments quand j'ai souhaité, est-ce que tout ça rentre en ligne de compte? D'accord, oui. Ça répond à ta question? Oui, c'est quand même des éléments sur lesquels je peux me lancer pour faire des recherches. Merci beaucoup pour cette réponse-là. D'accord, super. Fred, tu peux poser ta question. Ok, d'accord. Bonsoir Henri. Bonsoir Fred. Ouais, bon, vraiment, ouais, ouais, vraiment très bel exposé. C'est vrai qu'à la base, je m'attendais un peu à ce que on visite un peu l'aspect freelanceur, genre les gens qui travaillent depuis la maison. Mais déjà, j'ai On a été. exposé, hein? Moi, j'ai plutôt pris un peu mon exemple pour dire qu'il y a plein d'autres charges qui vont se rajouter, mais c'est le même principe. Oui, vas-y. Oh, d'accord. Donc, ça parlait des impôts, des statuts juridiques et tout. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce qu'on comprend aussi par la suite que, voilà, ça te donne une certaine aussi crédibilité et tout. Bon, c'est vrai que, à la base, pour la plupart, tu as répondu à certaines préoccupations que je me posais, du genre, vu la façon, donc, au niveau du pricing, un client n'avait pas quel discours adopter envers lui, pour ne pas, comment ne plus se présenter de façon timide au client quand il s'agit de discuter question de budget et tout. Donc, pour cela, je te remercie vraiment. Mais sur le côté juridique, est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on se dit que bon, il y a des freelancers qui on n'a pas encore les poids sur les épaules pour peut-être aspirer à accomplir certains aspects de créanciers, c'est-à-dire certains taux fiscaux et tout, et j'en passe. Mais maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un régime juridique bien particulier qui permet en sorte que même le plus bas des designers qui aspirent vraiment à devenir, à accomplir une vision plus large de son activité puisse en sortir, en fait? OK. Vous avez le cahier? Oui, bien Tu sûr. as téléchargé le cahier, non? J'ai même pris l'exemple du Cameroun dessus avec les régimes. Attendez, hein, je vais essayer de switcher un peu sur Acrobat. Voilà. Donc, tout le monde a ce cahier. Donc, regarde un peu au Cameroun. Par exemple, je dis, si tu fais un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de francs CFA, c'est l'impôt libératoire. OK, c'est 15 000 par trimestre. Donc, tu as 60 000 par an. Et tu es reconnu par l'État. Le jour où tu as un problème, tu peux aller devant, comme on dit souvent au quartier. Tu vois, le fait de travailler dans son salon avec des clients, c'est très risqué parce qu'il y a certains clients aussi aujourd'hui qui exigent d'avoir un dossier fiscal. Parce que si tu n'as pas une certaine légalité, il y a certains projets que tu ne pourrais pas avoir. Tu comprends un peu? Ouais. C'est-à-dire que je demande d'être dans la légalité parce que non seulement ça te protège, ça protège ton client et ça te permet de grandir. Nous, quand on a des clients d'une certaine catégorie, notamment notre tout premier projet avec l'État, c'était avec la communauté urbaine de Douala. À l'époque, c'était beaucoup pour nous. C'était 5 millions de francs CFA. On a dit, waouh! Et tout le monde a dit que non, on ne peut pas faire ça avec l'impôt libératoire, les gars. N'exagérez pas. C'est là donc on a pris l'exonération, on est passé au régime du réel parce qu'il fallait quand même montrer qu'on peut facturer la TVA. Donc, bref, bon, c'est plus régulé maintenant. Donc, du coup, ton chiffre d'affaires te permet quand même de choisir le régime fiscal. Mais la forme juridique, comme je dis généralement, préférer l'établissement pour un départ. Donc, c'est une forme de société unipersonnelle. L'établissement. D'accord. Vous comprenez un peu. Et au niveau du régime du réel, commencez par l'impôt libératoire. C'est-à-dire, vous faites moins de 10 millions de francs CFA par an. Et qui fait plus de 10 millions ici par an? N'ayez pas peur. C'était une question. Oui, c'était une question. Qui fait plus de 10 millions ici par an? Non. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là.
Voilà. Mais je souhaite que mon prochain talk, hein, peut-être dans un an, hein, qu'il y ait au moins 6-7 personnes qui font déjà plus de 10 millions par an. Ok. Qui commandent dans mon livre. Vraiment. Parce que nous, depuis pas mal de temps, on a dépassé les 50 millions. Moi, je vise les 100 millions. C'est le design seulement. Hein. C'est pas autre chose que le design. D'accord. Donc, voilà quoi. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut bosser et arrêter de jongler. Commencer dans la légalité. Vous allez voir que ça va vous mettre des contraintes et à certains prix que vous n'allez même plus envisager d'accepter. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Allô? Oui. Je vais lire la question de Jed, mais avant, je vais faire une petite précision pour ceux qui sont au Bénin. Au Bénin, comme vous l'avez dit, il faut prendre le régime réel de l'établissement. Et pour l'impôt, ici, on parle de régime de la TPS et c'est 150 000 par an. Voilà. Et là, vous avez en dessous de 20 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas 10 millions. Donc, jusqu'à ce que vous fassiez 20 millions, vous payez 150 000 par an. On ne vous exige pas plus. Et le régime, je crois que chez vous, c'est aussi déclaratif, non? Donc, vous dites ce que vous gagnez. Vous n'avez pas, Oui, on ne va pas publier vos livres. Oui. Voilà, parfait. Bon, ici, par contre, ça dépend. Ça dépend. Si tu veux faire business avec l'État, il faudra déclarer, il faudra faire, comment ils appellent ça? Un bilan comptable avec un expert à chaque fin d'année. Oui. Donc, voilà. Et c'est en fonction de ça qu'on te calcule ton impôt. Non, c'est normal, ça va de soi. Bon, sauf que chez nous ici, bon, on nous laisse un peu jongler. Ah, ici, ils sont méchants. Donc, pour la question de Jed aimerait savoir si c'est bien d'avoir une grille tarifaire. Et lorsqu'un client, en fait, vous demande d'envoyer une grille tarifaire, est-ce que c'est bien de le faire ou bien il faudrait envoyer une facturation par projet? C'est la question, ça. OK. La grille tarifaire est bien. Elle est même excellente. Mais dans cette grille tarifaire, il ne faut pas dire logo 200 000 ou logo 20 000. Est-ce qu'on se comprend? Il faut dire logo à partir de, pour dire que ça ne va pas descendre. Ça peut monter, mais ça ne peut pas descendre. C'est comme ça qu'il faut envoyer les grilles de prix. Sinon, le gars va dire que, donc si c'est 20 000, je peux négocier. Bon, Raph avait mis combien sur la vidéo? 10 000, voilà, j'ai 10 000, pas plus. Voilà. Je ne peux pas me permettre plus que ça. 10 000 pour le logo. Non. En réalité, les grilles des prix doivent tenir compte de votre coût de production horaire, de savoir combien de temps vous passez à le faire à peu près. Là, vous pouvez dire, mais vous pouvez dire à partir de, pour que le client comprenne que ça ne va pas descendre, ça peut monter. OK, donc ce n'est pas mauvais. À l'époque, nous, on avait une grille de prix. Hein. On avait des choses comme ça, mais on dit à partir de, oui, voilà, vous pouvez avoir ceci. Parce que certainement, tu envoies un projet à quelqu'un, il commence à rêver que s'il aura Facebook pour 50 000 francs CFA, alors que non, tu lui as dit c'est pour un template hébergé sur WordPress.com, quoi, tu vois. Donc, il faut souvent aussi être très précis quand vous envoyez les grilles de prix, dire à quoi exactement le service va consister et que le client n'imagine pas autre chose. C'est pas mauvais, mais il faut mettre à partir de pour qu'ils comprennent qu'il ne doit pas descendre. J'ai répondu à la question, je pense. Sauf si ce n'est pas assez clair, on relance. Hein. Je pense que vous avez répondu, mais j'ai dit peut écrire dans le chat pour préciser. Ah oui, il dit c'est bon. Okay, il dit que c'est parfait. Super. Il y a une dernière question ou bien deux dernières questions? Oui, on a Yasmine qui veut poser une question. Je pense qu'on va prendre sa question et voir s'il y a une dernière. Allô? Okay, Yasmine, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de participer au talk. Encore merci, Monsieur Henri Dautin, pour ce partage d'expérience. Vous abordez là un point vraiment critique pour les freelancers qui est la facturation. En effet, moi, je démarre vraiment, je suis vraiment au début dans ma carrière de freelancer. Et précédemment, j'étais copywriter en agence.
Oui. Et donc, je continue en tant que writer, copywriter, et je fais des stratégies digitales aussi. Et le problème que j'ai identifié dans la facturation, c'est quand tu quittes, comment dire, il y a vraiment, quand tu n'étais pas freelancer avant, il y a ce sentiment, il y a cette illégitimité dans la facturation. Je veux dire, tu as envie de donner un montant à 5 chiffres, mais je ne sais pas comment dire, toujours ce sentiment d'illégitimité. Genre, est-ce que mon travail le mérite vraiment? Est-ce que le client ne va pas trouver que c'est trop cher? Est-ce que le client ne va pas dire que je plaisante? Parce que généralement, quand tu travailles en agence, ton salaire n'est pas vraiment élevé et en freelancer, ce que tu gagnes en un mois, tu peux avoir le double sur un projet. Donc, ça te fait de te poser des questions. Mais en agence, je faisais ce travail, je produisais ce type de document au moins 2 fois par mois. J'avais, je dis peut-être 200 000 ou 300 000. Et maintenant, je peux faire ce genre de document. Est-ce qu'il est possible d'avoir fait 300 000 sur un seul document alors que c'était mon gain mensuel? Donc, il y a cette illégitimité-là. Tu te demandes si le client va vraiment percevoir la valeur de ton travail, ce qui donne parfois envie de brader ton travail. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment au départ, mais vraiment, actuellement, c'est... Jamais de la vie. Je suis extraterrestre. Je me rappelle, un moment, s'il vous plaît. J'ai créé l'entreprise en 2008. OK. En 2009, on a commencé les activités. Et en 2010, un client me dit que petit, tu es trop accro à l'argent. Vous savez ce que je lui ai répondu? Non, non. Grande sœur, c'est le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait depuis qu'il a commencé ce métier. Donc, ne jamais se sentir coupable de demander de l'argent pour son travail, pour sa compétence, pour la valeur qu'on crée. C'est pour ça que j'ai parlé du livre de Mike Montero, qui dit que tant que vous n'êtes pas à l'aise de parler d'argent, vous n'êtes pas encore professionnel. Vous comprenez? Moi, c'est sans état d'âme. Je vous prends un exemple simple. En 2011, j'ai été abordé par un ami qui m'a amené quelque part. Bon, c'est MTN Cameroun. Il devait faire des spots et tout. Et puis moi, j'ai pensé que, mais pourquoi ne pas leur rédiger une stratégie digitale? Je rédige la stratégie digitale avec les illustrations de mon pote et tout. Je monte tout un truc, les newsletters, le site et tout ça. Je crois qu'on demandait 5 millions pour tout. Les gars nous appellent dans leur bureau, ils disent que 2 millions à prendre ou à laisser. J'irais dit, allez vous faire foutre. Ils sont revenus il y a 3 ans. Demande-moi combien je leur ai demandé. Combien? 115 millions par trimestre à prendre ou à laisser. Attends, mais les 5 millions, c'était juste pour la stratégie, c'était pour la stratégie et l'exécution et l'implémentation. La stratégie seulement. Aujourd'hui, je rédige une stratégie digitale à 5 millions sans implémentation. Okay. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que c'est vous qui blaguez avec votre talent. Non, c'est vraiment nous qui blaguons, grand frère. C'est vraiment la blague. Donc, je ne peux pas me sentir coupable de ça. Et maintenant, tu dis que tu produisais 2 documents à 300 000. Tu utilisais le client de l'employeur. C'est l'employeur qui démarchait le client. Oui. C'est l'employeur qui assurait que tu aies le confort de travail. C'est l'employeur qui. Aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de tout ça. Tu as des charges que tu n'avais pas avant pour produire ce genre de documents. Donc, pourquoi tu te sens coupable de demander plus alors que ça te demande plus aussi en termes d'investissement? D'accord. Ça va? Oui, c'est bon. Voilà, c'est vous qui blaguez. Hein? Moi, je ne ris pas. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi vous êtes de psychopathe, non? Donc, c'est un peu ça. Si vous connaissez votre valeur, parce que, bon, je prends un exemple sur Orange Money, MTN Mobile Money. OK, c'est des gars qui peuvent faire facilement 1 milliard la journée pour ce service-là. OK, sachant qu'ils ont un réseau à entretenir des centaines d'employés à payer, des prestataires, des ceci et cela. Je fais partie de cette chaîne-là. Donc, si je prends 25 millions par mois, mon agence avec mon équipe et tout le travail qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire 1 milliard par jour, je peux faire 1 milliard 200 millions par jour. C'est un gros apport. Notre part dedans, c'est quoi? Vous comprenez maintenant le raisonnement? Et même que là, je suis moins cher. Moins cher par rapport à qui? Enfin, je veux dire…
Oui? Oui, oui, je vous suis, désolé. Non, par rapport à ce que je leur apporte, je ne demande même pas assez. Parce que moi, je peux garantir les résultats. C'est une science. Hein, on ne devine pas. Il y a des chiffres, on sait comment les faire bouger dans le bon sens. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si par exemple, MTN vient me voir, je demande 75 millions. Si Nike vient me voir, je vais demander 300 millions. C'est Nike. Ils ont plus de moyens, plus d'exposition et plus de facilité de faire un impact avec l'idée que je vais leur apporter. Donc, c'est vous qui avez souvent peur. Hein. Moi, ne tremble pas. Je donne mon chiffre, reste calme. Mais je me dis que ce sentiment, je veux dire, cette confiance en son travail, c'est avec de l'expérience qu'on l'acquiert ou bien from day one, tu dois te dire, je te donne mon prix et vraiment, si tu estimes que je suis trop cher, va voir ailleurs si j'y suis. Ou bien tu dois te permettre de négocier. C'est l'expérience. J'ai déjà fait pour tel. Tu peux aller vérifier. Voilà ce que ça a donné. Et tu restes calme. Mais si tu n'as rien à montrer, même si c'est seulement 5 euros, prends d'abord parce qu'il te faut un truc à montrer. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, si tu n'as rien à montrer dans le domaine, là, ne parle pas fort. Ça va? Merci beaucoup, c'est bon. Donc, avant de clôturer, s'il te plaît, donc j'ai partagé une autre image à l'écran. Donc, ce sont les tarifs de l'agence Blind de Chris Doe. OK. Les prix qui sont là sont en dollars. OK. Bon. Je rêve aussi. Ils sont en dollars. Mais vous savez quoi? Ils ont commencé en 1995. Donc, ça a pris du temps pour bâtir tout ça. Et l'autre truc que je voulais vraiment communiquer ici, c'est que soyez patient. Prenez le temps de bâtir votre entreprise, de bâtir votre marque, de bâtir votre personal branding. C'est ça qui va vous amener à facturer ce qui vous revient de droit. OK. OK. Oui, Voilà. oui. Je vous donner cette note d'espoir-là pour voir qu'on est vraiment en dessous de notre potentiel quand on facture ici. Donc, continuez à travailler dur. On va y arriver. OK, merci Henri. Merci beaucoup. Donc, ouais, merci encore Henri. Donc voilà, on est déjà à la fin de la séance là. On est à la fin de la séance. Je remercie Naël et Olafemi et aussi Henri pour tout ce qu'ils ont préparé jusque-là. Allez, bonne soirée, bon week-end. Prenez soin de vous, restez créatifs et mangez bien. C'est bon pour la santé. Bye. Merci. Bye. OK, bye bye.